Bonsoir, soyez les bienvenus dans 28 minutes. Nous sommes heureux de vous retrouver. L'actualité du jour, c'est avec des guillemets le grand bond en arrière chinois. En tout cas, c'est une question. La politique zéro Covid qui a entraîné le confinement plus que strict de 465 millions de Chinois, dont les 26 millions d'habitants de la capitale économique, Shanghai, génère une contraction de la croissance et le ralentissement de l'usine du monde. Lorsque nous parlons de stratégie zéro Covid, nous ne pensons pas qu'elle soit viable et durable compte tenu du comportement actuel du virus et de ce que nous anticipons à l'avenir. La stratégie sanitaire des Chinois met-elle le pays dans une impasse? Faut-il redouter, du coup, en Occident, en Europe, une nouvelle récession économique venue de la Chine? Nous en débattrons ce soir, avant de retrouver à la fin de l'émission Alix Van P et Xavier Mauduit. Bonsoir Elisabeth. Bonsoir Elisabeth. Bonsoir tous les deux. Quel est votre programme? C'est la première statue d'une femme noire inaugurée à Paris, celle de Solitude, une Guadeloupéenne qui s'est révoltée contre l'esclavage. Cette statue brandit un papier dans ses mains. Qui est Solitude? Quel est ce papier? Et vous, Alix? Eh bien, ce soir, je vous parle d'un procès filmé, diffusé en direct à la télévision américaine. Le procès entre l'acteur Johnny Depp et son ex-femme Amber Heard ressemble de plus en plus à de la télé-réalité, vous verrez. On verra ça tout à l'heure, car pour commencer, quelque chose entre la littérature, la sociologie et l'histoire. Ainsi résume-t-elle son travail, 50 ans d'une écriture conçue comme une arme blanche. Oui, c'est Annie Ernaux. Annie Ernaux qui publie Le jeune homme chez Gallimard et qui est célébrée par un cahier de Lerne. Annie Ernaux est notre première invitée et nous en sommes heureux. Voilà le programme, c'est dans 28 minutes et c'est tout de suite. Bonsoir Annie Ernaux. Bonsoir. On est heureux de vous recevoir. Je vous présente Nadia Dame. Bonsoir. Que vous connaissez. Bonsoir Nadia. Bonsoir, et je vous présente ce jeune homme fringant qui est journaliste politique sur France Culture et qui s'appelle Frédéric Seyss. Bonsoir cher Frédéric, tous les matins à 8h Seyss sur France Q. Annie Ernaux, votre actualité. Un jeune homme mince qui cristallise tous vos thèmes. Le jeune homme paru chez Gallimard. Et alors ce cahier splendide à Lerne, un cahier de Lerne comme on dit, intitulé Ernaux. Et là, il y a quand même quelque chose, c'est-à-dire que quand un écrivain, une écrivaine perd son prénom, elle rentre dans une autre dimension. C'est Tolstoï, c'est Faulkner, c'est Beauvoir, c'est Ernaux. Vous voici Ernaux, vous êtes un peu muséifié. Oh, je n'avais pas remarqué du tout. Voilà. Non, simplement j'étais heureuse de ce cahier et comment il a été conçu, c'est-à-dire avec une grande diversité des contributions. Voilà, oui. Et il y a donc une chanteuse, Jeanne Chéral, enfin, je ne peux pas énumérer tout le monde. Et des extraits de votre journal intime. Voilà, et j'ai contribué moi-même. Absolument. Voilà. Et ça fait des années que vous y travaillez. On va en parler tout à l'heure. Mais d'abord, Annie Ernaux, votre portrait pour les rares personnes qui nous regarderaient, qui ne sauraient pas qui vous êtes. C'est impossible. Votre portrait réalisé par Gaël Legras. Un café, la place, la mémoire, c'est la règle de 3 d'Annie Ernaux. En 1945, ses parents achètent un café-épicerie à Yvetot, une ville froide construite sur un plateau vanté entre Rouen et Le Havre, écrira-t-elle plus tard dans Une femme. En 1945, Annie Ernaux a 5 ans. Son père, ancien garçon de ferme, puis ouvrier d'usine, et sa mère, ouvrière dans une fabrique de margarine, puis dans une grande corderie, dirigent donc ce petit établissement à l'écart du centre-ville. Toute la journée, on vit en bas, dans le bistrot et dans la boutique. Entre les deux, un boyau où débouche l'escalier, la cuisine remplie d'une table, de 3 chaises, d'une cuisinière à charbon et d'un évier sans eau. L'eau, on la tire à la pompe de la cour, écrit-elle dans les armoires vides. Annie Ernaux grandit dans ce café, souvent bruyant, au milieu des clients. La vie privée se résume aux soirées. Le lieu d'où elle écrit, précise-t-elle, c'est celui de l'enfance et de l'adolescence, un univers de dominés pour reprendre le terme de Pierre Bourdieu. Grâce aux études, Annie Ernaux s'extrait de ce milieu. Après un CAPES de lettres en 1967, elle publie un premier roman en 1974. La réussite passe obligatoirement par l'adoption d'un certain langage, de certaines manières, pas du tout les manières qu'elle rencontre chez elle. C'est un fossé, en fait. Et bien peu sont nombreux ceux qui le franchissent. C'est ça que je veux mettre en question. Avec La Place, son 4e livre, paru en 1984, elle abandonne la fiction et inaugure son projet entre littérature, sociologie et histoire. La Place, qui constitue son premier grand succès d'édition, rend compte d'une vie soumise à la nécessité, celle de son père. Je voulais réhabiliter et dire ce que mon père avait été, la manière de se laver, sa manière de lire le journal, ce qu'il aimait
ses goûts réels. Selon elle, l'écriture est fondée sur la mémoire. L'intégralité de son œuvre, qui pourrait être titrée « Écrire la vie », à l'instar d'un recueil publié par Gallimard, fait appel à la mémoire. En 2008, son livre « Les années » qui narre le temps intime et collectif de 1940 à 2007 se termine par cette phrase « Sauver quelque chose du temps où l'on ne sera plus jamais ». S'étire un passage sur la Terre, tout ce que nous avons dans la mémoire et dont, une fois que c'est passé, cela retombe au néant pour tout le monde. Aujourd'hui, pour la première fois, Annie Ernaux confie des extraits de son journal intime au Cahier de Lerne, un journal dont elle avait cru une partie volée dans un hôtel en 2007. Suite à cette frayeur, elle avait écrit « Extrême désarroi, comme si tout ce que j'avais vécu depuis le début de ce cahier était mort, définitivement hors d'atteinte, la mémoire ne suffisant pas ». Annie Ernaux, donc. Oui, toutes ces années. Mais il n'y a pas que des extraits de votre journal intime que vous avez confié aux gens qui ont préparé le Cahier de Lerne. Il y a aussi une page que je trouve bouleversante. C'est un fac-similé du début d'un roman écrit quand vous étiez en 5e au collège. Vous aviez 12 ans. Et cela dit, Madeleine connaissait peu la vie de ce Paris grouillant autour de Saint-Germain-des-Prés et du quartier latin. Elle ignorait la vie éreintante que mènent ces milliers de femmes et d'hommes dans des ateliers où le jour pénètre difficilement. C'est un roman que vous avez commencé à écrire à l'âge de 12 ans. Tout y était déjà. C'est très de cette sensibilité à la vie des ouvriers, de cette sensibilité à la domination. Oui, mais j'en avais absolument pas conscience. Évidemment pas. Non. En retrouvant cela, il y a plusieurs années déjà, j'ai été scotchée, comme on dit maintenant. Et je me disais, mais voilà, j'avais déjà ce regard sur le monde et l'injustice du monde. Et l'injustice. Oui. Et la vocation, entre 18 et 20 ans, l'écriture s'est absolument imposée à vous ? Oui, à 20 ans. À l'âge de 20 ans ? Pourquoi ? Qu'est-ce qui a été le déclencheur ? Je dirais, je renverrais à Mémoire de fille. Voilà le dernier livre, l'avant-dernier livre que j'ai publié, où je raconte une histoire sexuelle violente et qui m'a fortement, a vraiment obscurci mes 2 années de ma vie, et qui sont parmi les plus importantes d'une jeunesse entre 18 et 20 ans. Et au sortir de ces années, mon seul vœu, c'est écrire. C'est écrire. Alors, poursuivre des études de lettres, bien sûr, je dois gagner ma vie. Voilà, la fille de l'épicière, elle est toujours là. Mais écrire, voilà. Et c'est ce que j'ai réalisé, mais avec un peu de temps aussi, quand même. Hein. Écrire, et ce qui fascine et ce qui rend nécessaire votre œuvre pour toutes sortes de générations, pour plusieurs générations, c'est cette façon que vous avez de signifier entre une phrase belle et une phrase juste. Je choisirais toujours la phrase juste. Oui, je pense que c'est le principe qui justifie. En fait, pour moi, le fait d'écrire, il ne s'agit pas de faire, de plaire, ni de faire joli. De faire du beau. Voilà, c'est de... Bon, voilà, ce qu'on cherche quand même souvent en écrivant, c'est une forme de vérité. Voilà, c'est ça. Et ça suppose que ce soit juste. Justement, en termes de vérité, vous racontez donc cette histoire avec un étudiant. Vous-même, vous êtes quinquagénaire et vous êtes assez direct. Vous utilisez le mot profit. Vous écrivez « Nous pouvions envisager cette relation sous l'angle du profit. Une dame plus âgée et qui a davantage de moyens, vous renversez presque une domination classique. » Oui, mais j'avais conscience de cela. C'est-à-dire que c'est moi qui, avec l'âge, ai acquis donc des biens qui sont aussi bien des biens matériels que des biens culturels. Vous le faites voyager, vous lui apportez des courses. Oui, c'est ça. Et en même temps, lui, il m'apporte aussi. Donc, je dis, à ce moment-là, c'est un bon deal. Lui, il vous apporte en miroir ce qui vous permettra de cristalliser et de cette histoire-là. En fait. Il m'apporte ce retour dans le temps, puisqu'il y a une somme de coïncidences importantes entre Rouen, la ville de Rouen d'abord, le lieu où il habite, qui se trouve en face de l'Hôtel Dieu, l'hôpital où j'ai avorté plusieurs années, plus de 20 ans auparavant, et que je vois vraiment, je vois la cour, je cherche des yeux, même la chambre possible, que évidemment je ne vois pas, où j'étais. Il y a, ça, et puis le retour à la classe sociale aussi. C'est-à-dire, il appartient au milieu qui était le mien. C'est ça, parce que vous dites de vous-même, je suis une déclassée par le haut.
Oui, moi je suis une déclassée par le haut. Je voudrais vous montrer une image. L'image d'un tableau que vous avez découvert, vous aviez 30 ans, et vous écrivez, c'est devenu l'icône de ma vie, j'étais dans le tableau. Ce tableau, c'est un tableau d'une artiste extraordinaire, surréaliste, qui s'appelait Dorothea Tanning. Oui. C'est un tableau qui s'appelle Birthday, l'anniversaire, c'est un autoportrait. Oui. Pourquoi, où êtes-vous dans le tableau? Cette femme qui s'assume telle... C'est quoi? Où? Alors, elle a quelque chose d'absolument fier. Sauvage, bien sûr, sauvage, puisqu'elle est vêtue de façon sauvage. Et elle est aussi complexe, puisqu'il y a un animal un peu trouble en devant. Une chimère, une sorte de chimère. Oui, c'est une chimère. Et elle se montre, je veux dire, elle est scandaleuse, et c'est ça, vous? Elle n'a peur de rien. C'est vous, le scandale? Je ne me juge pas comme scandaleuse, mais aux yeux des autres, j'ai pu l'être. J'ai pu l'être. Mais je n'ai pas cherché le scandale, jamais. Mais il s'est trouvé qu'en affirmant ce que j'étais ou ce que je désirais, par là même, effectivement, j'attirais un regard sur moi. Mais dans ce tableau, il n'y a pas que cela. Ce sont aussi toutes les portes. Ce sont toutes les portes qui représentent des années, en fait. Annie Ernaux, on va évoquer avec vous, évidemment, et avec Nadia, ce qui se passe autour de l'avortement en Pologne. Oui. Les régressions sur les droits humains et les droits des femmes. Oui, la Pologne, c'est tout près d'ici. C'est en Europe, il faut bien le rappeler. En Pologne, depuis un peu plus d'1 an maintenant, l'avortement est presque totalement interdit. Ça a évidemment des conséquences dramatiques pour les femmes, pour les Polonaises, mais aussi, on le découvre aujourd'hui, pour les Ukrainiennes qui sont réfugiées, donc depuis le début de la guerre en Pologne. Exactement, on leur refuse l'IVG, on leur refuse la contraception d'urgence, y compris quand elles ont été violées par des soldats russes ou alors même sur place par des criminels locaux. On vient d'apprendre également que des militants anti-avortement les attendaient à la frontière, exactement, pour les intimider en quelque sorte. Vous le savez sans doute, Emmanuel Macron, c'était il y a quelques semaines, quelques mois, a dit qu'il voulait inscrire le droit à l'avortement dans la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, pour le figer, pour le pérenniser. Oui, pour le figer. Vous êtes d'accord avec ça? Ah, mais absolument, mais c'est une demande qui a été faite depuis longtemps, il faudrait le rappeler, et qui n'est toujours pas effectuée. Et tant que ça ne va pas être... alors, qu'est-ce qui bloque? Évidemment, ce sont ces pays où la loi, je veux dire, la loi religieuse est toujours très prégnante, parce que le premier obstacle, c'est certainement la religion pour les femmes, pour la liberté des femmes. Comme aux États-Unis avec les évangéliques qui s'opposent à l'avortement. Donc, bien sûr que j'approuve entièrement ce désir-là. Annie Ernaux, dans une interview accordée récemment au magazine Elle, vous avez dit la plus grande révolution féministe du XXe siècle, c'est la pilule. Mais c'est pas l'IVG? Vous avez milité au sein du MLAC. Les deux, moi, les deux. Oui, voilà. Je veux dire que bien sûr, c'est le droit à l'IVG, mais si pour prévenir, je veux dire quand même, et pour que les femmes ne vont pas avorter, même avec l'IVG tous les mois. Voilà. Donc, ce qui est important, c'est que la contraception soit effectivement obtenue, permise, répandue, parce que c'est le problème là aussi. Gratuite. Gratuité aussi. Bien entendu. Gratuite, c'est très important. Oui, c'est évidemment, puisque la moitié de l'humanité était condamnée à la reproduction dans son corps, évidemment, effectivement, matériellement, devait s'occuper des enfants. Vous savez qu'au Québec, il y avait des familles, il n'y a pas encore si longtemps, avec 16 enfants, parce qu'il était interdit, effectivement, la contraception, etc., que les prêtres tenaient la population. Vous avez encore des familles de 15 et 16 enfants. Merci Annie Ernaux d'écrire ce que vous écrivez et d'être toujours aussi combative. Merci infiniment d'être venue sur le plateau de 28 minutes. Le jeune homme est chez Gallimard, 37 pages. Oh oui, et des pages denses et intenses. Et ce cahier, Lern, Ernaux, voilà, c'est Ernaux. Et c'est comme ça. Merci. Merci. Et on passe à notre débat sur un classique, en somme. Notre débat sur les conséquences pour nous, les Européens, de la crise sanitaire et logistique traversée par la Chine, en appliquant depuis cette semaine une politique zéro Covid qui ne fait vraiment pas dans la dentelle et dans la nuance, et qui confine Shanghai, le poumon économique du pays. Xi Jinping prépare-t-il les conditions d'une future récession mondiale? On en parle après la mise au point de Sandrine Le Calvez. Des centaines d'ouvriers chinois qui prennent la fuite. Confinés 24 heures sur 24 dans leur usine, un sous-traitant d'Apple à Shanghai, ses salariés se sont révoltés.
La ville de Shanghai est à bout de nerfs. Ses 26 millions d'habitants sont soumis à un confinement anti-Covid très strict depuis l'apparition du variant Omicron. Pas de sortie, peu de ravitaillement. Un seul cas dans un immeuble suffit souvent pour embarquer tout le monde. Tous les moyens sont bons, y compris le sparadrap. Dans les centres de quarantaine, parents et enfants sont séparés. Ce père de famille est désespéré. Emmanuel Macron a expressément demandé cette semaine au président chinois que les expatriés français de Shanghai ne soient jamais séparés de leurs enfants. 7000 Français partagent actuellement le désarroi des Shanghaïens, comme le journaliste Antoine Morel. C'est sûr qu'il y a des drames en fait, qui se jouent à Shanghai là, depuis 30 jours. C'est très difficile pour beaucoup de gens. Moi qui ai beaucoup de cas dans ma résidence, je sais que c'est pas encore terminé. Une situation qui inquiète l'OMS. Le patron de l'Organisation mondiale de la santé s'est même livré hier à une rare critique du pouvoir chinois. La politique du zéro Covid ne sera pas tenable. Un changement doit vite intervenir. Mais les autorités chinoises assurent que leur stratégie est la plus efficace. Après Shanghai, la capitale économique, c'est au tour de Pékin d'imposer des restrictions. Les rues se vident, le télétravail est quasi obligatoire. Au total, à travers le pays, 465 millions de Chinois sont confinés et l'activité économique donne des signes de faiblesse. Alors la Chine est-elle déjà entrée en crise? Par ricochet, l'Europe doit-elle craindre une nouvelle dépression économique? Trois invités pour ce débat. Jean-Paul Chang, bonsoir. Vous êtes économiste et selon vous, la phase de difficulté que traverse la Chine ne suffira pas à briser les fondamentaux de l'économie chinoise. Pas d'inquiétude, ajoutez-vous. Les mesures prises par les autorités fonctionnent. À côté de vous, il ne sera peut-être pas tout à fait d'accord. David Bavray, bonsoir. Vous êtes investisseur français, donc, installé à Hong Kong depuis combien de temps ? 10 ans. 10 ans. Et vous êtes l'auteur de Chine-Europe, le grand tournant, publié chez l'éditeur Le Passeur. Et vous considérez que la crise que vit la Chine est sans précédent. Elle rentre dans une économie de guerre, celle d'une seconde guerre froide. Et à côté de vous, Anne-Sophie Elsif, bonsoir. Vous êtes professeure d'économie à l'Université de Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Vous êtes chef économiste au cabinet BDO, spécialisé dans l'audit et le conseil. J'arrive pas à me relire. Et selon vous, le ralentissement chinois aura surtout des conséquences pour les pays d'Europe du Nord et pour l'Allemagne. Et en ce qui concerne la France, eh bien, les conséquences seront importantes en termes de prix. On détaillera ça tout à l'heure, bien sûr, on sera concret. Mais quand même, tout d'abord, on a vu des images absolument affolantes, là, à l'instant, Frédéric Seyss. Oui. Des images de gens qui essayent de fuir, de scotch, de gens totalement... Une Chine militarisée au niveau des fonctionnaires, des gens qui font régner l'ordre. C'est à ce point, Monsieur Bavray ? Alors, ça dépend où vous êtes. Shanghai, 26 millions d'habitants. Si vous êtes à Shanghai, absolument. Donc, 460 millions de gens confinés. Oui, alors on pense qu'il y a à peu près 5% de la population chinoise qui est vraiment confinée, mais ça a un impact économique beaucoup plus fort. Ça touche 30% du PNB, puisque la logistique ne fonctionne plus. Donc oui, ça a un impact très important. Mais on a l'impression, Jean-Paul Chang, d'autorité en état de panique par rapport au virus et par rapport à cette crise sanitaire et ce rebond épidémique. Je dirais que c'est plutôt c'est un peu le remake de ce qu'ils ont fait à Wuhan il y a 2 ans. C'est-à-dire que c'est pas la panique, c'est au contraire, c'est des mesures autoritaires appliquées fermement pour empêcher même une grande ville comme Shanghai, finalement, de fonctionner normalement. Donc, en fait, les restrictions s'appliquent à Shanghai, qui est quand même le poumon économique de la Chine. Je dirais que ce n'est pas un signe de panique, c'est un signe du caractère assez autoritaire quand même de l'administration chinoise et du pouvoir chinois. C'est un euphémisme. Hein. Pardon ? Assez autoritaire, ça semble un euphémisme. Oui. Enfin, voilà, oui. Donc c'est... Le chiffre du jour. Oui, 5,5%. 5,5 exactement. C'est l'objectif de croissance attendu par le gouvernement chinois pour cette année, pour 2022. Alors, c'est inférieur aux années fastes de l'avant-crise sanitaire, 7, 8, 9, 10%. Pour autant, cet objectif, Jean-Paul Chang, est-il vraiment tenable avec ce qu'on a vu ? Écoutez, l'impact sur la croissance va être forte sur le 2e trimestre, c'est sûr. On le voit déjà sur les chiffres de fin avril. Impact négatif. Négatif. Ce qu'on appelle le PMI, c'est-à-dire le Purchasing Manager Index, qui donne une sorte d'indicateur avancé, montre que même
L'industrie est passée en dessous de 50. Je vous rappelle qu'au-dessus de 50, normalement, on est dans une phase d'expansion de l'activité. En dessous, c'est rétraction. Mais ce qui est beaucoup plus remarquable, c'est de voir que finalement, le PMI du secteur service est tombé au mois d'avril à 41%, a perdu 7 points presque sur un mois. Donc ça, effectivement, ça va jouer beaucoup sur, effectivement, le résultat annuel à la fin. Mais on a déjà vu ça en 2020, c'est-à-dire premier trimestre catastrophique. Quand la crise sanitaire a éclaté. Résultat, ils ont fait 3,3%, si je me rappelle bien, sur l'ensemble de l'année. Anne-Sophie Alsif, vous corroborez? Je pense aussi que ce sera compliqué à d'atteindre les 5,5%. Alors aussi parce que leurs clients sont plus malades. On attend, on l'a vu aux États-Unis, mais également en Europe, un resserrement des conditions de financement. On a bien sûr la fameuse inflation énergétique. Donc tout ça, avec les pénuries qu'on avait déjà avec le Covid sur les chaînes d'approvisionnement, renchérissent les prix. Les produits sont rares, surtout dans tout ce qui est bien industriel. Et donc ça va créer un ralentissement. Mais là encore, à mon sens, on va rester autour des 5%. Donc c'est un ralentissement, c'est pas un effondrement ou c'est pas une récession, une panique en tout cas. Il faut mettre l'accent sur le rôle de la ville de Shanghai. C'est un immense port, David Bavret, et c'est l'un des poumons économiques de la Chine. Oui, alors moi j'ai un scoop pour vous, c'est que le 5,5%, on ne le fera pas du tout. Ce trimestre, on va publier sans doute plus 2, et la réalité c'est qu'on est à moins je ne sais pas quoi. Souvenez-vous, en 2008, on avait publié plus 6, ils avaient fait plus 2. Quand la Chine ralentit, les chiffres officiels, il y a un adage. Les chiffres officiels, quoi, sont maquillés. Le fonctionnaire fait la statistique et la statistique fait le fonctionnaire. Ils ne sont pas fiables, c'est ce que vous dites, il ne faut pas s'y fier. Ouais. Donc, et ce qui est important, c'est que, quel que soit le chiffre, ce qui est important, c'est la composition. C'est-à-dire qu'on va avoir une forte accélération. Ce trimestre est véritablement, à mon sens, une récession en Chine. Et on va avoir une accélération dans la seconde moitié, mais qui va être tiré par les investissements dans les infrastructures, très peu productives, qui était ce que la Chine avait dit en 2019, j'arrête parce qu'il faut que j'aille vers les services et la consommation intérieure, et c'est justement ce qu'on n'a pas. Donc c'est la qualité de la croissance qui, à mon avis, est le phénomène le plus problématique. C'est pas étonnant, effectivement. Si on regarde la croissance chinoise qui a été de 4,8% au premier trimestre de cette année, sur ces 4,8% de croissance, la contribution de la consommation est de 3,3%. La contribution de l'investissement est de 1,3%. Et le net positif de commerce extérieur est de 0,2%. Or, qu'est-ce qui est affecté quand on voit que c'est la consommation, c'est le service qui s'est effondré? Et à ce moment-là, il est clair qu'une des principales composantes du taux de croissance chinois va être affectée. Donc, je ne connais pas le résultat final, si on s'approche de 5 ou pas, mais en tout cas, il est clair que si le plus grand moteur aujourd'hui de la croissance chinoise est grippé pendant même un trimestre, je veux dire, il y aura des conséquences. Et vous parliez de moteur, pardon d'un mot, il y a aussi l'immobilier, c'est quelque chose de différent, ce n'est pas forcément lié à la crise sanitaire, c'est un problème de financement, mais ça joue aussi beaucoup sur cette croissance qui c'est un problème de financement, mais c'est vrai que pour compléter, on parle surtout de Shanghai, mais la Chine, c'est vraiment plusieurs États avec des niveaux de développement qui n'ont rien à voir. On a en effet Shanghai, mais on a aussi des États qui ont le PIB d'un pays africain en sous-développement. Donc tout le challenge de la croissance chinoise et du modèle, c'est de dire on a un exode rural qui continue et c'est d'aller vers une convergence. Et donc c'est pour ça qu'on doit avoir la croissance. Qu'est-ce que vous appelez par convergence? Oui, une convergence du niveau de vie, c'est-à-dire trouver un emploi, aller dans les villes et augmenter son niveau de richesse. Et donc c'est pour ça que cette croissance économique est aussi importante parce qu'elle permet ça. Donc c'est vrai que même si on dit qu'il y a un ralentissement qui n'est pas si important que ça, en termes d'emploi, en termes d'activité, ça a des impacts vraiment assez importants pour les populations et aussi pour le pouvoir chinois. Alors, sans vouloir dresser un portrait franchement plus que sombre, on va en rajouter une couche avec le problème de la démographie et d'une population vieillissante. Il paraît que les jeunes Chinois ne veulent plus faire d'enfants. Oui, c'est une crise qui se profile. En tout cas, c'est ce que disent les chiffres, puisqu'en 2021, le pays, la Chine, donc, a enregistré à peine plus de 10 millions de naissances contre 12 millions l'année précédente. Ça représente précisément 7,52 naissances pour 1000 personnes. Pour 1000 habitants, c'est un chiffre historiquement bas. Il a été divisé par 2, comme on le voit ici,
en à peine 10 ans, et ce, malgré l'abandon, on en a beaucoup parlé, malgré l'abandon de la politique de l'enfant unique. Les couples sont désormais autorisés à avoir 2 enfants, ça c'est depuis 2016, 3 enfants depuis 2021. En septembre dernier, d'ailleurs, Pékin avait même annoncé un temps vouloir limiter l'avortement, en tout cas dans certains cas. C'est une autre manière de vouloir contrôler la population. Ouais. Mais ça, on le voit bien, les jeunes Chinois, en particulier ceux qu'on appelle les millénials, ils mettent en échec cette stratégie. Ils invoquent notamment le coût de la vie, en particulier le coût exorbitant du logement, de l'éducation. La conséquence, donc, elle est assez évidente, c'est un vieillissement accéléré de la population. On estime qu'à l'horizon 2050, un Chinois sur 3 aura plus de 60 ans. David Bavray, quel défi économique ça représente? Est-ce qu'on parle d'une Chine qui sera vieille avant d'être riche? On l'a entendu. Ah, quelle formule! Ça n'est pas de moi. Vous avez dit, juste pour mettre le contexte, il y a 10 millions de naissances, mais 7 millions de mariages, ce qui vous dit que dans 3 ans, comme il y a qu'un enfant, dans 3 ans, ça va tomber à 7. L'objectif était de 20 millions. Oui. Donc en fait, on va manquer de 13 millions de naissances. Vous faites ça sur 5 ans, c'est la population française. Donc c'est pour nos éditeurs, pour essayer de comprendre. La Chine, en 5 ans, va perdre l'équivalent de la population française. Donc, quelles conséquences? Oui, ça veut dire quoi concrètement, ça? Ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que vous avez aujourd'hui la moitié des Chinois, 600 millions, qui vivent dans les campagnes, qui sont très peu productifs, qui ne gagnent que $150 par mois. Donc, c'est pas, sur le plan économique, en fait, ça va vous paraître paradoxal, mais si je dois faire de très forts gains de productivité, une population qui baisse, en fait, ça m'arrange. Ah oui? Et vous opposez ça à l'Inde. Il y a une manière de le poser. En Inde, un enfant qui naît, c'est une bouche à nourrir. En Chine, c'est un enfant qui naît, ce sont 2 bras qui travaillent. Oui. Et donc, en fait, quand vous avez un problème de productivité, que vous avez la moitié de votre pays encore dans une campagne très peu productive, il ne faut pas que vous raisonniez avec nos standards occidentaux parce que c'est un cas très... Parce qu'il y a de grandes disparités sur le territoire. Exactement. Et si on parle du moral général, parce qu'on a beaucoup parlé de chiffres depuis le début de ce débat, mais il y a aussi des entreprises qui disent, voilà, quand on est comme ça, confiné dans des villes où les expatriés de ces entreprises occidentaux sont soumis, évidemment, ça s'entend, au même régime que les nationaux, eh bien, ils vont avoir tendance à partir ou à ne plus venir. Ça aussi, ça va jouer sur l'économie. Oui, ce qu'il faut comprendre, c'est les raisons derrière. Vous avez parlé du coût du logement, le fait du coût de la vie qui est... Mais il y a autre chose. C'est que ces millennials que vous venez de décrire, qui ont en gros entre 25 et 35 ans. Chinois, on parle toujours des Chinois. Nous parlons des Chinois. Oui. Ils ont grandi, ils ont été éduqués entre 2000 et 2015, qui est l'époque où la Chine s'est ouverte sur le reste du monde, à la fois par les réseaux sociaux et par l'OMC, donc l'Organisation mondiale du commerce, et les exportateurs. Et ces millennials, aujourd'hui, ont un problème avec la politique de fermeture de la Chine, qui a commencé à partir de 2015 et qui s'est accélérée avec Donald Trump à partir de 2017, où il y a des tensions entre la Chine et les États-Unis qui ont tendance... Ils sont mécontents. C'est leur manière d'exprimer leur mécontentement. On va faire réagir Jean-Paul Chang sur votre hypothèse. Non, je pense que le problème démographique est sérieux, puisque effectivement l'année dernière, la différence entre le nombre de naissances et le nombre de décès n'est que de 700 000. C'est-à-dire qu'en fait, on est tout près de démographie. En sachant qu'on n'a pas les chiffres véridiques du Covid. Alors, je ne rentre jamais dans ce genre de débat, parce que autrement, ni la Banque mondiale, ni le FMI ne pourraient travailler, parce qu'ils travaillent sur les mêmes chiffres. Hein. Donc, disons... donc ce serait trop long, il faudrait une émission entière pour parler de ça. Mais j'admets donc les chiffres qui sont publiés et je fais mes analyses là-dessus. Il est clair que le pain blanc de la démographie, disons, a été mangé. C'est-à-dire qu'effectivement, qu'il y aura des problèmes de dépenses sociales très importantes avec une population vieillissante. Et là, c'est clair qu'il va falloir que la Chine fasse beaucoup de réformes. Et sur son système de santé ? Pour les problèmes de santé, les problèmes de retraite, tout ça. Sans compter que pour le problème d'emploi, c'est peut-être un peu moins important. Pour la productivité qui a été évoquée, avec la technologie, avec l'emphase qu'ils mettent aujourd'hui sur l'innovation, l'automatisme, etc. Oui. Alors pourquoi maintenir ce système assez dur de confinement alors qu'il y a des enjeux économiques, on l'a vu, très importants? Écoutez les explications de l'ancienne ambassadrice de France à Pékin, Sylvie Bermann. Elle explique pourquoi cette stratégie jusqu'au boutiste, en quelque sorte, du président chinois Xi Jinping.
Il a fait la politique du Covid, du zéro Covid, son succès personnel. Il avait déclaré que ça démontrait la supériorité du régime aux caractéristiques chinoises sur les pays occidentaux. Donc c'est pour ça que c'est difficile. Et en plus, il a une échéance probablement au mois de novembre, qui est celle du 20e congrès, où il doit normalement obtenir un 3e mandat. Et il se présentait avec ce succès. Extraordinaire. Voilà, le 20e congrès d'ici novembre, ça veut dire que rien ne va bouger d'ici là, selon vous, David Bavret? Non, je ne pense pas que ça bouge, parce que là encore, il faut raisonner de manière différente. Quand vous êtes chinois, quand vous êtes le président Xi, vous dites, si j'adopte la position vivre avec le Covid, comme on l'a fait en France, et si je suis le meilleur pays au monde qui gère cette crise, c'est Singapour, j'applique le ratio, je finis avec 1,4 million de morts minimum. Aujourd'hui, officiellement, j'en ai 4 000. 4 000 morts du Covid. Officiellement. Et les États-Unis ont 1 million. Donc, dans 30 ans, parce que je ne raisonne pas de la même manière, je ne raisonne pas ce trimestre. Dans 30 ans, les livres d'histoire diront la crise du Covid, il y avait un pays qui avait su très très bien le gérer, c'était la Chine avec 4 000, et il y a un pays qui avait vraiment pas su le gérer, c'était les États-Unis. Donc, la Chine avait gagné. Et c'est ça ce qui motive le président Xi à ce stade, beaucoup plus que de savoir si... Vous savez, il n'a pas eu à manger entre 10 et 15 ans, donc dire que 25 millions de gens ont de temps en temps à manger pendant 3 semaines, c'est pas ça qui va l'impressionner. Il veut rentrer dans l'histoire. Alors, on va s'intéresser au capitalisme d'État dans un instant, mais pour le faire, on va s'intéresser donc à Zhang Yiming, l'ex-fondateur de TikTok, qui a été écarté de son poste de PDG, comme pas mal de patrons chinois de la tech d'ailleurs. Pourquoi, comment et quelles conséquences? Mais d'abord, le portrait de Thibault Nolte. Bonjour docteur, j'ai mal ici et là. Une petite déprime passagère, c'est tout. Évidemment, je fais du sport. Mon cher Zhang Yiming, j'ai vos radios sous les yeux, c'est culturel. Vous êtes un informaticien chinois, fondateur riche à milliards de ByteDance, start-up parmi les plus chères du monde, valorisée environ 300 milliards d'euros, propriétaire entre autres de TikTok, la plateforme de vidéos courtes aux milliards d'utilisateurs, qui doit son succès à un algorithme orwellien capable de saisir très vite les goûts de l'utilisateur. Bah, toi, par exemple, tu aimes le tuning de tracteur et le MMA du 3e âge. Ah si. Il y a un an, vous annonciez vouloir quitter la direction de ByteDance, tandis que la Chine décidait de reprendre en main ces géants de la tech pour leur montrer, d'abord, qui est le patron, mais aussi pour lutter contre les pratiques anticoncurrentielles, la gestion anarchique des données ou limiter la glande de la jeunesse devant les écrans. Votre petit mail aux employés résonnait comme une autocritique en règle époque Mao. En réalité, je ne possède pas les qualités requises de dirigeant idéal. Je ne suis pas très sociable. Je préfère les activités solitaires comme aller sur Internet, lire, écouter de la musique. Antisocial, tu perds ton sang-froid! Antisocial, qui a tout de même réussi à lancer un genre de Facebook chinois en 2012, puis lever $1 milliard pour créer des applis sociales dans tous les sens. Mais personne n'est au-dessus du parti. Et il y a 6 mois, vous avez effectivement démissionné. J'avais le choix entre partir et m'en aller. J'ai su prendre la meilleure décision, je crois. Pourtant, il y a quelques jours, le Politburo, la vingtaine de personnes qui dirigent le Parti communiste, s'est réuni pour tempérer l'offensive du régime sur ses licornes. Un embryon d'autocritique du système après avoir constaté les effets délétères de ses mesures sur la croissance, ajoutés à celles de sa politique zéro Covid. Mon cher Yiming, pendant vos vacances, rédigez donc le manifeste de la start-up communiste. Actionnaire de tout le parti, punissez-vous! Aïe. Aïe. Frédéric. Anne-Sophie Assif, le capitalisme d'État tel qu'on le voit est préjudiciable au business en Chine. Ils sont en train d'en revenir? Alors oui, c'est préjudiciable. Bon, après, c'est pas étonnant parce qu'on sait que c'est quand même une économie qui est très dirigiste et qu'il peut y avoir ce genre de choses. C'est déjà produit, ça se reproduira. On avait parlé des sportifs ou dans d'autres secteurs. L'idée, c'est vraiment dire que derrière, il y a le parti qui tient et qu'il y a vraiment une ligne qui est là, quels que soient des fois les enjeux économiques, parce qu'on est vraiment dans une puissance et dans un pouvoir qui reste supérieur. Et on l'a vu avec l'idée du vaccin, même s'il y a des intérêts économiques qui sont en jeu. Et ça, c'est vraiment très important d'avoir cette lecture par rapport à nous. C'est vrai, on raisonne toujours en termes de pouvoir d'achat et justement. Justement. La transition sur le pouvoir d'achat. Si on essaye de comprendre comment cette crise économique qui vient, qui est déjà là, mais qui vient aussi, va nous affecter, quel secteur, quel domaine en Europe et en France, David Bavret? Grande différence, quand moi je suis à Hong Kong, je vis dans une économie de guerre. C'est-à-dire que je comprends, quand je suis à Hong Kong, qu'il y a une guerre entre les États-Unis et la Chine.
et que le conflit russo-ukrainien est juste une guerre par procuration, parce que ce sont chacun qui est derrière. Quand je suis ici à Paris, je suis arrivé il y a 3-4 jours, on est complètement en paix. C'est une économie de paix. Et la différence... Mais quel lien vous faites, pardon, avec cette croissance-là qui... Justement, c'est que la différence, il y a une énorme différence, c'est que quand vous êtes dans une économie de paix, ce qui compte, c'est la demande. Vous regardez la demande, tout va bien, j'essaie de clients, j'essaie ça. Quand vous êtes dans une économie de guerre, il faut produire. Vous ne regardez pas la demande, mais vous regardez le supply. Vous n'avez pas répondu à ma question sur les domaines qui vont être concernés sur l'Europe. Justement, les domaines, c'est... Hausse des prix, peut-être. Bien évidemment, ce sont les goulets d'étranglement de la production qui nous dominent partout. Donc, et c'est pour ça que moi qui suis investisseur, ma vie change complètement. J'ai passé mon temps à essayer de savoir où est la demande. Est-ce que l'industrie européenne est bousculée là par ce qui se passe en ce moment en Chine? Prenez le président de Volkswagen vous a annoncé il y a 15 jours, j'arrête la course au volume parce que je n'aurai pas suffisamment de semi-conducteurs. Donc je ferai des Audi et des Porsche avant de faire des Volkswagen. Donc ce que je vous dis, c'est que ce que vous regardez, là où nous allons être impactés, c'est pas dans le pouvoir d'achat de M. Mélenchon, c'est dans la production. Anne-Sophie Alsif. En effet, on va être impacté dans des secteurs assez précis, la métallurgie, la chimie, la pharmacie, l'agroalimentaire un peu, et surtout ce qui est en effet microprocesseurs, l'industrie automobile. Parce qu'il n'y a pas de demande. Non, parce qu'il y a en effet une augmentation des intrants à cause des chaînes d'approvisionnement de pénurie qui sont renchéries par cette histoire. Mais ce qu'il faut aussi avoir à l'esprit, c'est qu'en effet, il y a cette dépendance de l'Europe par rapport à la Chine. Mais attention, la Chine, quand vous regardez les exportations de la Chine avec les autres pays d'Asie, avec ce fameux RCEP dont vous aviez fait l'émission, ce partenariat économique régional avec tous les pays, c'est le même profil des exportations. Donc là aussi, il faut faire attention. Demain, s'il y a des problèmes avec l'Europe, la Chine peut se tourner vers cette zone où il y a le Japon, où il y a la Corée du Sud, avec des profils d'exportation qui sont similaires, donc il y a une possibilité de substitution. Donc ça, c'est aussi important politiquement de l'avoir en tête. Jean-Paul Chang. Alors, juste pour compléter, c'est qu'effectivement, la perturbation de la chaîne d'approvisionnement à cause du Covid, c'est quelque chose qui est toujours vrai, quel que soit le pays. Donc, dès qu'on est atteint par le Covid, à un degré ou un autre, c'est la désorganisation. Deuxièmement, les tensions géopolitiques avec la hausse du prix des matières premières affectent bien entendu la Chine comme les autres pays. Ce qui veut dire que dans la chaîne d'approvisionnement, le coût de revient va monter automatiquement, puisque les Chinois apportent les matières premières pour faire des pièces, des composantes pour exporter éventuellement à Volkswagen et autres. Et donc ça va jouer. En termes de dépendance des pays, parce que l'Allemagne est plus exposée que nous, on peut le dire? De la France? Oui, l'Allemagne bien sûr, parce que l'Allemagne a une présence industrielle très importante et sous-traite beaucoup de choses. Et la France a revu un peu sa dépendance, précisément, depuis 2 ans notamment? La France dépend plus de l'Italie du Nord que de la Chine en ce qui concerne l'automobile, par exemple. Bon. Mais ceci dit, il y a aussi d'autres facteurs macroéconomiques qui jouent beaucoup, à savoir que la hausse des taux aux États-Unis et le renchérissement général du dollar par rapport à toutes les monnaies, y compris par rapport à la monnaie chinoise, va faire que finalement les importations chinoises vont ralentir. Ça veut dire que ça va être un ralentissement éventuellement pour nos débouchés à nous. Que si nous, les Européens, oui, parce les que Français. Si le yuan était fort, le pouvoir d'achat des Chinois est fort, on peut importer davantage de produits de luxe et autres, etc. Si le dollar monte et que le renminbi baisse, continue à baisser comme l'euro d'ailleurs et tout, concluez, ça veut dire que... Pardon. Ah ben voilà, c'était la conclusion. Oui. Bon, c'était la conclusion. Oui, si vous voulez. Bon, c'est le mot de la fin pour ce débat. Merci à tous les trois. Dans un instant, grâce à Xavier Mauduit et Alix Van P, on va évoquer une héroïne de la lutte pour l'abolition de l'esclavage en Guadeloupe. Sous Napoléon, elle s'appelait Solitude, première femme noire à avoir sa statue à Paris. Et puis, on s'intéressera aux réseaux sociaux, notamment aux États-Unis, à partir d'un procès retentissant, comment ils deviennent des sortes de tribunaux. Mais d'abord, Désintox. Notre brigade de vérification Désinfox ce soir évoque les antivax qui sonnent la charge contre la marque, le fabricant de vaccins Pfizer. Depuis début mai, les sphères anti-vax entendent dénoncer un nouveau scandale présumé. Le laboratoire Pfizer, à l'origine d'un des vaccins les plus inoculés contre la Covid-19, aurait identifié la dangerosité de son produit pour les femmes enceintes et allaitantes, mais l'information aurait été cachée par la FDA, l'administration américaine chargée d'autoriser les médicaments.
S'appuyant sur des Pfizer Docs supposément confidentiels, ces détracteurs soulignent un passage d'un document où l'on peut lire qu'il n'y a pas ou peu de données sur l'utilisation du vaccin Covid-19 ARNM BNT 162B2, qu'il n'est pas recommandé pendant la grossesse et qu'on ignore si le vaccin est excrété dans le lait maternel, un risque pour les nouveau-nés nourrissons ne pouvant être exclu. Il faut remonter à janvier pour comprendre. À l'époque, un juge fédéral texan ordonne à la FDA de publier les données sur lesquelles elle s'est appuyée pour homologuer le vaccin de Pfizer. Chacune de ces nouvelles publications suscite alors de nombreuses analyses. Mais la preuve brandie par les antivax n'a rien de secret, puisqu'il s'agit d'un document diffusé sur le site du ministère britannique de la Santé en décembre 2020. À l'époque, les autorités sanitaires ne disposaient pas d'informations sur les effets du vaccin Pfizer sur les femmes enceintes ou allaitantes. Et pour une raison simple, elles avaient été exclues des essais cliniques. C'est donc par manque d'informations que le vaccin ne leur était pas recommandé. Or, depuis, de nombreuses études ont été menées et la vaccination leur est au contraire fortement conseillée. Bien vu des intox. Ah oui, je me répète. Bonsoir Alix Vallée, bonsoir Xavier Mauduit. Nous évoquerons l'ère du temps et c'est pas brillant aux États-Unis, on va voir ça tout à l'heure. Et avec vous, cher Xavier, une page d'histoire. Eh bien oui, justement, pour la première fois, la statue d'une femme noire a été inaugurée à Paris il y a quelques jours. Oui. Elle s'appelait Solitude, elle était guadeloupéenne, elle s'est soulevée contre l'esclavage il y a 2 siècles, donc 220 ans exactement. Exactement, c'est là où elle a été. Voilà, sous Napoléon. Oui, et elle brandit, on le voit sur cette statue, un papier. Ce papier, c'est une proclamation datée du 10 mai 1802, une proclamation qui est un appel à se soulever contre l'esclavage, une proclamation qui est adressée non pas seulement à la Guadeloupe, mais à l'univers entier. Et pour comprendre le sens de ce texte, il faut revenir quelques années en arrière, en 1794, quand les révolutionnaires abolissent l'esclavage dans les colonies françaises. Une décision qui a une incidence immédiate dans la vie d'une jeune esclave qui s'appelle Rosalie. Elle a 20 ans. C'est une mulâtresse, comme on dit alors, c'est-à-dire qu'elle est la fille d'une femme noire esclave et d'un homme blanc. En tout cas, voilà, Rosalie, maintenant, est libre. Et que se passe-t-il en 1802 ? Eh bien, le général Bonaparte, premier consul, s'apprête à rétablir l'esclavage. Et dans les îles, et principalement en Guadeloupe, eh bien, la résistance s'organise. Elle est menée par Louis Delgrès, qui est un homme extraordinaire. Lui, il vient de Martinique. C'est un militaire, c'est un métis. Et militaire qui combat pour la Révolution, pour la République. Et Rosalie trouve en lui une sorte de héros, comme une évidence. Il faut dire qu'à ce moment-là, elle est enceinte et elle décide de changer de nom. Elle s'appelle désormais Solitude. Le 10 mai 1802, Louis Delgrès signe une proclamation. Cette proclamation adressée à l'univers entier. Il y affirme son attachement aux Lumières, à l'esprit de la Révolution, à la République. Et il rappelle que le droit de se soulever contre l'oppression est un droit naturel. Mais attention, il dit « je ne veux pas être un agresseur, c'est juste pour se défendre ». Rosalie se retrouve dans ce texte-là. C'est un texte qui se termine par des mots extrêmement forts. « Et toi, postérité, accorde une larme à nos malheurs et nous mourrons satisfaits ». Destinée tragique. C'est tragique. C'est tragique parce que les troupes consulaires attaquent et ces citoyens français se réfugient dans un fort à Basse-Terre et plutôt que d'être réduits en esclavage, ils décident de se suicider par centaines. En fait, ils font tout exploser. Solitude échappe à ce moment-là, mais elle est arrêtée et elle est condamnée à mort. Mais elle est enceinte et on n'exécute pas une femme enceinte. Elle est exécutée le lendemain de son accouchement. Elle est exécutée le 29 novembre 1802. Ainsi, son fils peut être réduit en esclavage. Cette statue de Solitude inaugurée là à Paris brandit ce texte du 10 mai 17e arrondissement. Cette proclamation du 10 mai 1802. Eh bien, cette statue a été inaugurée le 10 mai 2022, c'est-à-dire la journée nationale des mémoires de la traite, de l'esclavage et des abolitions. Une date qui a été choisie en écho à la loi Taubira, le 10 mai 2001, une loi qui décrit tout simplement la traite et l'esclavage comme des crimes contre l'humanité. Et toi, postérité, accorde une larme à nos malheurs, accorde la reconnaissance aussi des souffrances de ceux qui ont été esclaves.
et la gloire de ceux qui se sont soulevés. Et il y a un roman d'André Schwartz sur Solitude. Sur Solitude, la presse Solitude 1972 Absolument. Qui a mis cette histoire en lumière. Alors, cher Alix, aux États-Unis, le procès en diffamation entre 2 stars hollywoodiennes, Johnny Depp et son ex-femme, ah oui, c'est vrai, Amber Heard, fascine le public. Le procès est filmé, aïe aïe aïe, et ça ressemble à de la télé-réalité. Eh oui, tout à fait. On le savait depuis longtemps, les histoires d'amour qui finissent devant les tribunaux peuvent être palpitantes. On l'avait bien vu dans le film La vérité de Clouzot en 1960 avec Brigitte Bardot. Magnifique film. Sauf qu'ici, l'histoire est bien réelle. Depuis un mois, les acteurs américains Johnny Depp et Amber Heard, anciennement mari et femme, se livrent à une guerre public au tribunal de Fairfax, en Virginie. L'acteur de Édouard aux mains d'argent attaque son ancienne compagne en diffamation parce que celle-ci a déclaré il y a des années dans une tribune qu'elle avait été victime de violences conjugales. Alors depuis des semaines, les 2 artistes déballent leur linge sale et chacune de leurs querelles, chaque détail scabreux raconté lors de cette audience est repris par la presse et sur les réseaux sociaux. Et pourquoi ça a un tel impact ? Eh bien justement parce que c'est filmé. La juge chargée du dossier a autorisé les caméras à venir dans la salle, si bien que les Américains peuvent regarder en direct, quotidiennement, cette audience à la télévision. Immense aubaine pour Court TV, donc télé-tribunal, qui diffuse en direct cet événement. La chaîne a même réalisé quand même une bande-annonce pour l'événement où les 2 acteurs ressemblent à des boxeurs qui vont arriver sur un ring. Regardez. Really going to go head-to-head inside this courtroom. What have you lost as a result of Ms. Heard making these allegations? Nothing less than everything. Johnny Depp versus Amber Heard. Live coverage Monday through Thursday starting at 9/8 Central on Court TV. Mais ils ne peuvent pas refuser d'être filmés, Johnny Depp et Amber Heard? Non, c'est la juge qui a décidé. Ouais, mais alors voilà, donc on dirait un feuilleton avec une musique absolument, une musique à suspense. Il faut dire que le procès a tout d'un chaud parce que les 2 acteurs doivent reconstituer des scènes qu'ils auraient vécues. Par exemple, il y a une vidéo, cette vidéo, où Johnny Depp rejoue une altercation supposée avec son ex-femme et déformation professionnelle oblige, forcément c'est très théâtral. Et ce grand spectacle finit en vidéo sur les réseaux sociaux où les fans prennent parti pour leur acteur préféré, comme si le procès était une émission de télé-réalité et qu'à la fin il faudrait voter pour votre star préférée, taper 1 pour Johnny Depp, 2 pour Amber Heard. On n'y est pas encore, mais ça y ressemble quand même. Oui, ça ressemble à un feuilleton aussi. Oui, tout à fait. Perturbant. Feuilleton très dérangeant parce que toute cette effervescence accompagne quand même une histoire sordide d'accusations de violences conjugales et de viol. Et certains experts américains regrettent qu'il y ait des caméras dans la salle parce que selon eux, ça peut avoir un impact, ça peut changer le comportement des gens qui viennent pour témoigner. Donc le verdict sera rendu ces prochaines semaines, mais quelle que soit sa nature, le public aura pris un drôle de plaisir à regarder ces étoiles déchues s'écharper dans un cirque, on peut le dire, bien pathétique. Et bien malsain. Merci à tous. Dans un instant sur l'antenne d'Arte, le dessous des cartes présenté par Émilie Aubry. On se retrouve demain à 20h05. Bonne soirée. Tchuss.